Nous parlons premièrement d'une revue de la littérature et en deuxième lieu, nous parlerons de notre expérience que nous avons eu à vivre à Bukavu pendant cette pandémie. Ok, très bien. Donc, en guise d'introduction, nous rappelons que la COVID-19 est une pathologie virale très contagieuse et jusqu'à présent mal maîtrisée. Et que c'est une pathologie qui a été responsable de beaucoup de perturbations au niveau économique, politique, social, même médical, au point que les relations médecins-malades sont aussi entachées. Tous les médecins qui travaillent sur la sphère ORL, les ophtalmologues ORL, sont exposés. La maladie se transmettant par voie aérienne. D'où la nécessité d'une adaptation des pratiques médicales et une surveillance accrue. Rappelons un peu que le SARS-CoV-2 est un virus de la famille des coronavirus dont on distingue deux types. Les coronavirus humains qui sont endémiques et les coronavirus d'origine animale. Les coronavirus humains sont responsables de 15 à 30% des infections respiratoires communes. Et on cite le HCoV 229E, le HCoV OC43, le HCoV NL63 et le HCoV HKUI, qui en sont les 4 couches de coronavirus humains. On les appelle humains parce qu'ils partagent les mêmes caractéristiques génétiques à peu près avec l'homme et n'ont donc pas besoin d'un autre intermédiaire pour pouvoir se développer dans l'organisme humain. Il existe trois types de coronavirus d'origine animale qui sont, dont l'autre intermédiaire est beaucoup plus la chauve-souris et avec laquelle ils partagent au moins 96% du génome. Ce sont ces virus qui sont responsables de 3 récentes épidémies, à savoir en 2003, SARS-CoV-1, responsable de l'épidémie du syndrome respiratoire sévère aigu qui a décimé l'humanité. En 2007, le MERS-CoV, ou syndrome respiratoire du Moyen-Orient, et actuellement le SARS-CoV-2, qui est un désastre mondial. Ces virus ne partagent pas les caractéristiques génétiques des virus humains endémiques. Voilà pourquoi ils ont besoin d'un autre intermédiaire pour vivre ou survivre dans l'homme. Le transfert du virus avec l'homme se fait par des hôtes intermédiaires. Pour les SARS-CoV-1 et le MERS, c'était les chameaux et la civette. Mais pour le SARS-CoV-2 ou COVID-19, l'autre reste jusqu'aujourd'hui incertain. Mais on suspecte plus le pangolin parce qu'il présente 5 acides aminés identiques au virus qui sont responsables de l'interaction avec les récepteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine et AC2, dont la lésion est considérée comme la clé de l'infection chez l'homme. La contamination se fait alors par contact direct avec la gouttelette ou aérosol, ou peut se faire par contact indirect, en contact donc de la surface
infectées. Nous parlons ici des muqueuses conjonctivales et de la cornée avec les muqueuses de voie respiratoire. Une méta-analyse de plus de 1000 patients a été effectuée à travers le monde et publiée dans 50 articles et a décrit les manifestations oculaires que nous allons tout à l'heure décrire au cours de l'infection à COVID-19. La première manifestation, c'est la conjonctivite, qui est fréquente entre 1,3 et 3% de la population étudiée. Elle se traduit par la rougeur oculaire, l'echémosis conjonctivale, l'armoiement et l'abondance de sécrétions séreuses. On signale que cette fréquence est plus faible chez les porteurs des lunettes et donc une recommandation aux agents sanitaires de porter des lunettes de protection pendant cette pandémie. Mais cette conjonctivite est difficile à distinguer cliniquement d'autres conjonctivites virales et ce n'est qu'en prélevant les films lacrymales ou les sécrétions conjonctivales qu'on peut avoir, on peut faire un test au PCR qui va permettre de poser les diagnostics différentiels. Avoir la conjonctivite, la deuxième lésion qu'on peut avoir, c'est la sécheresse oculaire. Les télétravail, les mauvais ports de masques sont des phénomènes qui ont été incriminés. Parce que l'allongement du temps d'exposition à l'écran, surtout pendant le confinement ou soit on travaille ou on est à la télévision, entraîne une sécheresse oculaire. Mais aussi, lorsqu'un masque est mal porté, le jet d'air dans les yeux entraîne une évaporation des larmes, ce qui contribuerait à la sécheresse oculaire. Il a été noté aussi une altération du film lacrymal en dehors de toute atteinte conjonctivale. En troisième lieu, on peut avoir des complications liées aux soins intensifs chez les patients sous ventilation. Ces patients en commun peuvent présenter une occlusion palpébrale, ce qui fait que la cornée soit exposée et donc une sécheresse cornéaire va en résulter et en conséquence une kératite d'exposition et une kératite infectieuse. D'où la nécessité de fermer les paupières et lubrifier les cornées chez un patient en coma suivi pour COVID et sous ventilation. Au cas contraire, il faut le placer en position ventrale. Mais en plus de ça, il faut détecter précocement les kératites parce qu'elles peuvent donner de mauvaises cicatrisations au niveau de la cornée qui peuvent entraîner une diminution de la vision. On a noté en plus une ischémie antérieure du nerf optique, un glaucome aigu par fermeture de l'angle iridocornéen et des occlusions vasculaires chez des patients en coma. Dans une étude effectuée aux États-Unis, on a trouvé que les patients qui étaient en position ventrale présentaient des neuropathies ischémiques antérieures parce qu'il y avait perturbation de la vascularisation et une hypoxie rétinienne et un glaucome aigu par fermeture de l'angle iridocornéen étant dans une ambiance un peu obscure et ceci entraînait une mydriase qui ne permettait pas à la lumière aqueuse de couler correctement. Enfin, les occlusions vasculaires comme l'occlusion de la veine centrale de la rétine et l'occlusion de l'artère centrale de la rétine ont été observées dans ces deux études. Des manifestations liées à la coagulopathie associées ont été notées au niveau de l'œil.
En effet, 30% des patients hospitalisés en soins intensifs avaient présenté une CIVD dans les études effectuées en Inde et en Chine, et des troubles thromboemboliques qui multipliaient le risque de mortalité par 5,4. Ceci se passait parce qu'il y a une infection des cellules endothéliales vasculaires par l'intermédiaire de l'enzyme de conversion à l'angiotensine qui induisait en même temps une inflammation, une apoptose des cellules vasculaires et une diminution de l'activité antithrombolique endothéliale. Les facteurs de croissance endovasculaire pouvaient alors être multipliés et une hypoxie au niveau de la surface rétinienne pouvait s'observer, conduisant à l'occlusion vasculaire rétinienne. Dans les formes sévères, il a été noté un choc cytokinique lié à l'activation des macrophages et l'hyperactivation des interleukines 6, des TNF, des T-bêta et tout le reste qui a été décrit par les collègues internistes. Et avec cette réaction inflammatoire systémique majeure, l'hyperstimulation des facteurs cilaires responsables de l'état procoagulant a été décrit comme état l'augmentation, à l'origine de l'augmentation des dédimères, du facteur 8, du facteur de von Willebrand, et aucune thrombocytopénie n'a été notée, le temps de prothrombine restant normal, mais ceci étant en faveur d'une occlusion vasculaire rétinienne responsable d'une hypoxie et donc d'une baisse de la vision brusque. Qu'est-ce que nous avons noté à Bukavu de mai 2020 en décembre 2020? Nous avons réalisé une petite étude prospective analytique et notre population d'études était constituée de tous les patients auprès desquels nous avons été appelés. 11 patients que nous avons inclus de façon exhaustive ont été suivis et dont les données sociodémographiques et cliniques ont été analysées. 6 femmes étaient incluses dans l'étude et 5 hommes, soit une ségrégation de 1,2 en faveur des femmes, avec un âge moyen de 59,3 et une durée moyenne de symptômes avant la consultation de 6 jours. Les principaux antécédents étaient le diabète, l'hypertension, le diabète associé à l'hypertension et un cas d'asthme. La douleur, la rougeur oculaire, l'élarmement et la baisse d'acuité visuelle ont été avancés comme principales plaintes. Quelles sont les lésions oculaires que nous avons remarquées à l'examen physique? Nous avons remarqué que 9 patients avaient une conjonctivite, 3 patients présentaient une kératite, un patient présentait un glaucome néovasculaire suite au développement des néovaisseaux au niveau de l'angle irido-cornéen. Les patients avaient présenté une baisse d'acuité visuelle profonde due à l'occlusion de l'artère centrale de la rétine. Et 2 patients avaient présenté une hémorragie intravitréenne massive liée à l'occlusion de la veine centrale de la rétine. Tout en notant qu'un patient pouvait avoir les 2 ou 3 signes associés à la fois. Donc, en plus de la conjonctivite, nous avons trouvé soit une occlusion ou alors une kératite. Les délais moyens de suivi étaient de 39 jours. L'évolution était bonne dans 8 cas et 3 cas sont décédés. Et comme complication majeure, nous avons noté un leucome, c'est-à-dire une cicatrisation cornéenne majeure qui a bloqué la transmission de la lumière jusqu'au niveau de la rétine chez un patient, et une cécité monoculaire liée à l'occlusion de l'artère centrale de la rétine chez un patient. Qu'est-ce que ceci nous a permis de conclure? Nous avons compris alors que cette observation
confirme les données de la littérature, malgré la faible taille de l'échantillon. C'est-à-dire, au cours de l'infection au SARS-CoV-2, l'œil n'est pas indemne, il peut être touché. Et en conclusion, notons que la conjonctivite reste la manifestation la plus fréquente. Le virus peut être isolé par PCR dans les larmes et les sécrétions conjonctivales. La contamination conjonctivale est incertaine, mais par précaution, il faut toujours porter les ports des lunettes pour se protéger quand on traite un patient qui est suspect. Et surtout, c'est savoir que devant une atteinte sévère ophtalmologique, il faut faire tous les tests nécessaires pour trouver un problème ou un trouble thromboembolique et vice versa. Devant un trouble thromboembolique, ne pas hésiter d'envoyer les patients chez l'ophtalmologue et retenons que la prise en charge reste pluridisciplinaire. Nous devrions aussi faire attention à la manipulation des patients qui sont suivis en soins intensifs, à la position qu'on leur donne, parce que nous venons de voir que la ventilation peut aussi être source de complications. Nous avons essayé de lire quelques articles que vous pouvez aussi lire pour vous enrichir davantage. Je dis et je vous remercie.